c'est parti. Ben, déjà, on a envie de vous remercier d'être là, d'être présent avec nous, aujourd'hui, pour ce regard croisé, le deuxième Mmh. en fait. Et bah, j'aimerais bien vous proposer de vous présenter, de nous dire un petit peu, bah, qui vous êtes, Coralie, Pascal, et puis ce que vous avez, créé ensemble. On a créé ensemble avec Pascal l'Institut d'auto-accompagnement en pleine présence il y a 7 ans et ça a été une histoire d'amour en fait. Ça a été vraiment, l'amour de notre métier, de vouloir transmettre, une posture de pleine présence, le processus de focusing de la relation intérieure. C'était aussi une histoire d'amour entre nous puisque, comme on avait tous les 2 l'élan dans notre, vision de vie, dans notre mission d'âme de transmettre, de pouvoir soutenir les personnes et de leur offrir des espaces de ressources pour qu'elles puissent cheminer, dans leur vie. Et donc, et puis à l'époque, Pascal vivait au Canada, moi j'étais en France et on s'est dit: «Ben tiens, comme on a le même élan, on va créer quelque chose ensemble professionnellement». C'est là qu'on a créé, donc un espace pour que chacun puisse se former depuis chez soi, un espace de formation en ligne. Et quel était votre parcours avant ça? D'où vous venez? Mmh. Moi j'ai plusieurs vies professionnelles vu que j'ai une formation d'ingénieur en agriculture. Mmh. Et en fait, mon fil conducteur de ma vie, c'est vraiment, le lien avec la nature et du coup la recherche de ma nature, en fait. Et donc, après, la posture d'ingénieur, la technique et tout, ça m'intéressait pas tellement, mais c'était plutôt tout ce qui était relationnel et cetera. Et petit à petit, après 10 ans de gestion dans un établissement public de la qualité de l'eau, j'ai intégré l'équipe ressources humaines où je me suis occupée des compétences, d'accompagner le comité de direction, dans des dynamiques de management. Et puis, c'est là que petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre ce que j'avais envie d'apporter au monde et ce que je pouvais apporter dans cette structure. Entre-temps, j'ai eu un divorce, j'ai fait un burn-out, ce qui fait qu'au fur et à mesure, quand on vit des épreuves de vie un peu intenses, ben, on se rapproche de soi. Mmh. Et c'est ça, hein, moi, toute ma vie, même quand j'ai fait ma formation d'ingénieur, je savais pas ce que je voulais faire, en fait. Je savais pas comment je voulais me déployer au monde. Et petit à petit, ça m'a pris toutes ces années. Et puis quand j'ai quitté, la structure dans laquelle j'étais, la structure de salariat, quelque chose après avoir divorcé, donc quelque chose qui était stable, en sécurité et cetera, je suis partie et c'est là que j'ai commencé à accompagner des personnes, à enseigner le qigong et puis c'est là qu'on s'est rencontrés avec Pascal. Voilà, pour Ouais, faire à ce court. moment-là à ce Le moment-là qu'on déclic, s'est croisés. le déclic, Coralie, c'était ton déclic vraiment? C'est le burn-out, c'est un mal-être qui a créé le déclic, tu saurais dire? Ouais, c'est pas un truc, du jour au lendemain, en fait, c'est quelque chose qui infuse. Moi, quand, j'ai eu mon bac, je savais pas ce que je voulais faire et donc j'ai tout fait par défaut. Comme j'avais une faible estime de moi, je m'étais dit: «Je vais faire un bac+2, un IUT et cetera» et en fait, j'étais prise dans une école d'ingénieur à ma grande surprise et donc je savais pas, même en faisant mon école d'ingénieur, je savais ce que je voulais pas faire, mais je savais pas ce que je voulais faire et donc c'est comme si ça, c'est vraiment une dynamique de vie que j'ai eue, c'est toutes ces années, il m'a fallu tout ce temps pour me relier à ma nature, pour faire connaissance avec tous les conditionnements qui m'avaient coupée de mes élans de vie, Mmh. qui m'avaient empêchée d'être en lien avec ce qui me touche, ce que j'ai envie de déployer et ça a été un chemin de 30 années en fait, hein, pour, arriver, aujourd'hui on parlera un peu aussi des projets qu'on a avec Pascal, mais aujourd'hui je sens vraiment que je suis à un point de bascule de ma vie. Il y en a eu plein et j'ai eu plein de morts renaissances, dans le sens mort de facettes de moi, et pour pouvoir, faire émerger des nouvelles facettes de moi. Mais, il a fallu tout ce temps pour explorer plein de facettes, la contrainte du travail derrière l'ordinateur toute la journée, la contrainte d'être dans un établissement, public avec toute une hiérarchie, la contrainte de et puis oser faire des expériences qui me mettaient en insécurité et tout ce chemin et je vois bien que, plus on chemine vers qui on est dans notre nature profonde, plus on découvre des parts, d'imposteurs en nous, hein, des parts qui ont peur
qu'on devienne vraiment soi-même et qu'on se déploie. Encore ce matin, je faisais une séance avec une partenaire où je voyais des parts de moi qui essayaient de me mettre sous cloche, un truc de scaphandrier, là, pour dire non, non, il faut que tu restes dans l'ancien système. Et puis comme un élan de choses qui sortent de terre et qui se déploient. Et c'est vraiment, moi, cette expérience et du coup, c'est ce qui permet d'accompagner les gens aussi dans des transitions de vie et des transitions professionnelles. C'est cette expérience de reconnaître ce qui en nous a peur que l'on puisse briller de notre propre lumière. Et c'est pas simple d'aller vers qui on est vraiment et de le déployer vraiment. Il y a des gens qui croient, qui disent bon, comme c'est difficile, c'est pas fait pour moi, ça doit être fluide. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que plus on va vers sa lumière, plus ça nous demande d'aller voir en profondeur aussi éclairer nos zones d'ombre. Et c'est comme ça que plus on s'ancre dans nos zones d'ombre et plus on peut se déployer. Ouais, donc on chemine un peu avec ses peurs. En fait, beaucoup de gens imaginent éradiquer la peur, et quand la peur est éradiquée, pouvoir avancer. La réalité, c'est qu'on chemine avec ses peurs. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cette posture de cheminer bras dessous avec les parts de nous qui sont effrayées de ça, et de pouvoir leur offrir de l'empathie. C'est le processus de focusing de la relation intérieure. C'est vraiment installer cette relation intérieure. Il y a beaucoup de pratiques où on va essayer de passer au-dessus, on va essayer de supprimer, on va essayer. Et là, au contraire, on va comme aller voir ça et du coup, on récupère l'énergie de ça, en fait, puisqu'on va cheminer avec cette part de nous qui est effrayée. Et on va rentrer en dialogue avec, et en plus, elle va nous éclairer, elle va mettre des jalons, elle va nous donner des points d'attention. Si on l'a repoussée, déjà elle reste là et puis elle réémerge régulièrement, mais en plus on bénéficierait pas de ses compétences en fait, parce qu'elle n'est pas là pour rien, elle a des choses à nous montrer, à nous apporter. Donc plutôt que d'avoir vu la peur sur ton chemin comme des panneaux d'attention sens interdit, tu les as vus plutôt comme des panneaux directionnels qui t'ont amené petit à petit vers ce que tu deviens? Ah oui, vraiment, vraiment, je crois que c'est l'émotion principale qu'on a tous, c'est la peur. Peur, parce qu'à partir du moment où on est, on a peur de mourir. Donc, d'apprendre à dealer avec cette peur permanente qui est là, qui prend plein de formes différentes, je pense que c'est vraiment ce qui permet de retrouver la stabilité en nous, de retrouver cette sécurité qu'on a à l'intérieur, en fait. Ouais. Et est-ce que c'est de plus en plus facile? En fait, c'est différent. Mm. C'est-à-dire que plus je chemine vers qui je suis, plus je suis consciente de cet être divin aussi que je suis, cet espace de présence que je suis, plus en fait j'ai de l'espace. Je me sens reliée à tout ce qu'il y a autour de moi, aux gens, à la nature. Je vois comme on est tous reliés les uns les autres. Et donc, plus on a d'espace, plus cet espace permet d'accueillir des bouleversements intérieurs, ce qui est touché en nous et nos zones d'ombre qu'on appelle. Donc, en même temps, on chemine en conscience, on a toujours comme la conscience qu'on est un espace de paix, de stabilité, mais à l'intérieur de ça, on est un être humain, on est incarné, donc on peut être complètement bouleversé, on peut être enragé, on peut être en détresse, complètement déprimé, et en même temps, il y a toujours comme une conscience que c'est pas tout moi. Voilà, c'est une part de moi, et je suis plus que ça. Dans ce que j'entends, Coralie, quand tu décris ton cheminement, le processus de relation à ton intériorité t'a permis de réapprendre à relationner avec l'extérieur, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que comme l'extérieur est juste le miroir de notre intériorité, que ce soit nos relations, même que ce soit aussi notre lieu de vie. Notre lieu de vie est une représentation de notre conscience, en fait, et de ce qui n'est pas conscient. Et donc, effectivement, en arrêtant de mettre la faute et l'attention à l'extérieur, en disant c'est la faute à un tel parce qu'il est comme ça, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute à mon patron, etc. En revenant à soi et en regardant ce que ça nous fait, ces expériences qui nous est proposées par la vie, en fait, on change la relation à soi. Et du coup, on rayonne quelque chose de différent. Et du coup, on ne cherche à rien changer à l'extérieur, mais par effet de rayonnement, l'extérieur nous renvoie en fait là où on en est. Récemment,
J'ai un ami que j'aime beaucoup qui m'a, voilà, à qui je me sentais naturelle, spontanée, m'a commenté des choses et a critiqué. Il m'a fait des projections sur ce que j'avais exprimé. Alors forcément, une part de moi a été touchée parce que je m'étais livrée en authenticité et en même temps, je me suis dit: «Ben tiens, de quoi ça parle?» Mmh. Ça parle peut-être de part de moi qui se critique et donc j'ai pris du temps avec ça pour voir, ce qui en moi, me jugeait ou me critiquait. Donc voilà, c'est vraiment une autre posture, dans la vie. Du coup, c'est plus doux parce qu'on on redevient souverain de notre vie, en fait. On on peut empoigner les expériences et on n'est plus ballotté par la vie. On peut, prendre conscience que la vie nous amène des éclairages et que ces éclairages, sur nous, vont nous permettre de mieux nous connaître. Donc on n'a plus l'impression de subir. C'est chouette parce Mmh. qu'on voit vraiment que, dans ce que tu proposes, tu as repris tes responsabilités, en fait. Et il y a plus ce système effectivement de projection. Et parfois, quand on aborde ça, ça peut faire peur de se dire: «Oh là là, si je suis responsable de moi-même», ça veut dire je me place en adulte avec moi-même, hein. Et du coup, ça peut être effrayant et la manière dont tu en parles, ça semble très, très doux, en fait. On sent vraiment qu'il y a une vraie douceur dans tout ça et que finalement reprendre sa responsabilité, c'est pas on peut s'en faire une image, on le voit dans les accompagnements, parfois les gens ont l'impression que: «Mais je vais pas y arriver, ça va être dur, ça va être difficile, ça va me demander beaucoup d'énergie». En fait, pas du tout. Là, on sent qu'il y a quelque chose de très fluide. On sent que tu suis le flux de la vie, quoi. Ça se fait, Mmh. naturellement et ça force pas. Mmh. En fait, à chaque fois qu'on reconnaît quelque chose qui bloque ou qui coince, en fait, c'est de l'énergie qui est bloquée dans nos corps. Donc quand on met la lumière dessus, ça se libère et on récupère de l'énergie. Donc c'est un processus écologique, en fait. Ouais, Parce complètement. que plus on s'autorise à aller plonger dans ces blocages et ces tensions, plus on récupère de l'énergie. Aujourd'hui, je suis beaucoup pourtant, on a des enjeux assez impressionnants de transition dont on vous parlera, mais aujourd'hui, je suis beaucoup moins 10 fois moins fatiguée qu'il y a 10 ans. Mmh. Ouais, c'est génial. Pascal, est-ce que tu peux Merci Coralie. merci beaucoup Coralie. Pascal, est-ce que tu peux nous parler de un peu le même cheminement? Qui étais-tu avant? Quels sont les éléments marquants de ta vie peut-être qui ont provoqué des mutations? Ou est-ce que aussi pour toi c'est quelque chose de doux qui s'est fait de manière continue et jusqu'à t'amener à la rencontre de Coralie? Alors, qui j'étais avant, j'ignorais qui j'étais avant. J'ignorais qui j'étais, c'est tout. Voilà, je me rends compte avec le recul, hein, que dans toutes les démarches que j'ai faites dans ma vie, j'étais entrepreneur, j'ai eu plusieurs entreprises dans différents domaines, et dans le fond, au travers de toutes ces démarches, j'essayais d'être quelqu'un. Et pour revenir avec la dernière chose que vous avez dit là, est-ce que ça demande un effort? Il faut se battre pour être soi-même? Non, il faut se battre pour être quelqu'un. Pour être soi-même, c'est là que ça demande le moins d'efforts. C'est là où on arrête de faire des efforts. Plus on est proche de qui on est, moins d'efforts on a à faire. Mais quand on ne sait pas qui on est, on essaye d'être quelqu'un. Et ça, c'est épuisant, évidemment. Okay, moi, je me souviens, j'avais 17 ans et je me sentais tellement désespéré de qui j'étais ou de la vie que j'avais, que je m'étais dit, avec le recul, c'est complètement fou, mais je m'étais dit, à 40 ans, je suis milliardaire ou je me suicide. Ça montrait un petit peu ma façon d'entrevoir la vie. C'était pas très optimiste et très enthousiaste. Et il fallait une compensation énorme, au point de c'est milliardaire ou rien. Parce que je me disais, en fait, on va dire que je ne me reconnaissais pas dans ma vie. Et peut-être que dans mon imaginaire, être milliardaire, c'était peut-être être à la hauteur de ce que j'aimerais que la vie soit ou que je sois peut-être. Hein. Et dans le fond, j'ai couru après ça, après ce Graal, on pourrait dire, à l'extérieur de moi pendant très longtemps, en obtenant pas mal de résultats, beaucoup plus que j'imaginais possible. Et en même temps, ce n'est jamais, je parle financièrement par exemple, hein, et en développant des entreprises, je n'ai jamais trouvé cette satisfaction intérieure, je n'ai jamais trouvé ce que je cherchais puisque je ne regardais pas au bon endroit. Et puis un jour,
j'ai lu Le pouvoir du moment présent. Enfin, il y a eu plein d'autres lectures avant, il y a eu plein de choses, mais ce qui a été vraiment marquant, avant qu'on se rencontre avec Coralie, dans les années qui ont précédé, c'est la lecture du pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, où j'ai eu l'impression qu'il décrivait ma vie, mon drame, ma misère intérieure. Il parle du corps de souffrance, il parle de toutes les identifications, à tous nos schémas, à toutes nos blessures, tout ce qui s'est construit en nous sur base de nos expériences. Et donc j'avais l'impression qu'il expliquait la raison de mon malheur. Et j'ai compris à ce moment-là que la raison de mon malheur ou de mon bonheur n'était aucunement extérieure, en fait. Ça rejoint ce que disait Coralie tout à l'heure. Peu importe où on cherche, peu importe ce qu'on cherche, peu importe ce qu'on fait, c'est toujours nous qu'on cherche. C'est toujours soi qu'on cherche. Et peu importe ce qu'on rencontre, c'est toujours nous qu'on rencontre aussi. C'est-à-dire, la vie ne nous arrive pas, c'est pas une fatalité. Elle nous donne le baromètre de qui on est ou de où on en est ou de ce qui se passe. Et donc, c'est toujours une bonne nouvelle si on veut bien. C'est-à-dire accepter quand quelque chose nous arrive dans la vie ou quelque chose n'arrive pas dans la vie, comment je me sens avec ça? Qu'est-ce que ça me fait? Donc, quelque part, je me rends compte que si je cours après quelque chose qui ne vient pas vers moi, c'est justement ce vide intérieur, cette non-connaissance de moi que je rencontre à l'extérieur. Et donc, comment dire, ce processus qu'on transmet avec Coralie a pour but de s'éveiller à soi. Et où est-ce qu'on s'éveille à soi? Ben justement, en étant vrai avec ce qu'on vit, ce qu'on ressent tous les jours. Donc, ça a été tout un chemin de vérité. Ce n'est pas de vérité, comment dire, pas absolue, de ma vérité, de qui je suis dans l'instant présent, là tout de suite, et d'arrêter d'essayer d'échapper à ça ou de me battre contre ça. D'ailleurs, le premier carton qu'on avait fait, Coralie, tu te souviens, pour l'Institut, la grande question au-dessus, c'était fatigué de combattre. Parce que je me suis rendu compte que quand je me battais contre la vie, quand je me battais contre les émotions, quand je me battais contre mes pensées, quand je me battais contre moi, en fait. Et donc, en acceptant tout ce qui est même douloureux, j'apprends à distinguer ce qui s'est construit en moi de ma nature réelle et profonde. Et donc, il n'y a pas besoin de courir après le bonheur, ni après la paix, ni après la sérénité. C'est notre état naturel. En fait, on est bien quand on est soi-même. On est toujours bien quand on est soi-même. Mais on a quelque chose en nous, une part de nous a peur que si je suis moi-même, ça ne va pas suffire. Je n'ai pas forcément été accueilli en étant juste moi-même, mais dans les attentes et les projections des autres, j'ai cru que je devais être plus ceci, moins cela, autrement que je suis. Et dans cette tentative de m'adapter, j'ai essayé de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Et ma souffrance vient de là, en fait. Elle ne vient pas de qui je suis, elle vient de ne pas accepter. C'est le déni de soi, c'est une des blessures les plus grandes dans les gens que j'accompagne. Je vois que la pire des blessures, c'est d'avoir osé être soi-même et de ne pas avoir été reçu et de se dire, bon, je ne conviens pas, donc je vais essayer de convenir, de correspondre, d'être adéquat. Et c'est là qu'on se perd en même temps. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est le chemin qu'on fait presque tous pour finalement, grâce à la souffrance que ça génère, grâce à l'inconfort et à la souffrance que ça génère, eh bien, on revenir finalement à soi, arrêter, c'est-à-dire et l'épuisement aussi, parce que moi aussi j'ai fait des burn-out. J'ai fait des burn-out à courir après ce que je ne suis pas. Et une fois que tu es épuisé et que tu n'as plus de force pour faire ça, c'est une excellente nouvelle. C'est-à-dire que tu ne peux plus prendre sur toi, tu ne peux plus forcer, tu es obligé de lâcher. Et il y a une énorme surprise, parce que quand on fait un burn-out, on a peur que quand on va tout lâcher, tout va s'effondrer. Non, c'est le contraire. C'est quand on commence à lâcher qu'on découvre la vie, en fait. Et qu'on découvre que la vie est beaucoup plus simple et moins compliquée que ce qu'on croyait devoir faire pour y arriver. Mais parfois, on a besoin de le voir plusieurs fois.
C'est-à-dire, même si on l'a compris une fois, on l'a compris à ce moment-là, et puis ça peut prendre d'autres formes. Hein. Donc, moi, je prends l'exemple de l'Institut, du travail que je fais aujourd'hui. C'est vrai que ça correspond vraiment à qui je suis. Hein. Avant d'être ce que je fais, ça correspond vraiment à qui je suis. Hein. Donc, la quête première, c'était qui suis-je et de quoi? Qu'est-ce qui me rend joyeux? Qu'est-ce qui me remplit? Qu'est-ce qui me nourrit? Et ça correspond à qui je suis. Okay? À partir de là, je peux aller vers une activité qui correspond à mon énergie. Donc, même si j'ai trouvé une activité qui correspond à mon énergie, cette activité, je peux la vivre soit à partir de mon ancien modèle, c'est-à-dire en voulant bien faire, en voulant plaire, à peur de déplaire et tout ça, ou alors je peux la faire en étant simplement qui je suis. Et c'est intéressant de voir que même en créant l'Institut et en étant pleinement heureux et joyeux de faire, eh bien, des anciens schémas se sont immiscés de nouveau à l'intérieur de tout ça et ont fait qu'il y a là, il y a la nécessité, et c'est ça que pour moi elle est en train de vivre maintenant, la nécessité de se rechoisir et de nouveau avoir l'audace d'oser être pleinement qui je suis en prenant le risque de déplaire. Et alors que, en faisant la face à la peur de perdre quelque chose, c'est là que je me rends compte que je gagne tout, en fait. Ouais. Voilà, donc ça rejoint un peu, je parle pas mal, hein. Quand j'écoutais Coralie, je me dis, waouh, il y a tellement de points communs. Et dernièrement, en osant être moi-même, Coralie, c'est drôle que tu as dit ça, en osant être moi-même, j'ai aussi fait face aux critiques de quelqu'un, mais des critiques violentes, incroyablement violentes de quelqu'un, et je me suis rendu compte que c'était à la hauteur de comment moi je me jugeais moi-même. Donc ça m'a fait un miroir. Vraiment, je me suis vu dire, ok, elle m'a servi sur un plateau tout le jugement à l'intérieur duquel je vis moi-même que je ne reconnais pas, que je n'admets pas. Ben là, c'était clair. Ça a été vraiment très clair. C'est extrêmement puissant, ça, ce que tu dis, parce que du coup, ça veut dire qu'au lieu de rejeter l'autre pour ce qu'il a fait et de lui poser la responsabilité dessus, comme on aurait tendance à faire, c'est vraiment prendre conscience de ce miroir et de qu'est-ce qui vient de moi là-dedans. Et en fait, il n'y a plus besoin de rejeter la personne, d'être dans une attitude agressive avec elle pour se défendre ou se protéger de quelque chose. C'est simplement aller voir à l'intérieur de soi, pourquoi en fait. C'est ça. La vraie question, c'est pas qu'est-ce qu'on m'a fait, mais qu'est-ce que ça me fait. Ouais. C'est une clé là. Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce que ça me fait à moi. Et où est-ce que moi je suis touché? Où est-ce que ça fait mal? Ce que j'entends aussi bien Coralie ou Pascal, c'est que non seulement vous arrivez à saisir que l'extérieur est un reflet, mais en plus vous en jouez. Parce qu'on pourrait être tenté de le faire en autoflagellation, de dire oh là là, mais j'ai tel miroir, ça veut dire que je suis comme ça. Et on sent que vous, il y a quand même un espace de jeu, de rencontre de qui vous êtes vraiment. Et nous, on a vraiment à cœur aussi de transmettre ça, pas de la même façon que vous avec Éclosions, mais de réapprendre aux gens à se servir de l'extérieur comme un support de rencontre et de jeu. Vraiment le prendre comme un jeu. Tiens, oh là là, ça me renvoie tel aspect de moi-même, mais pas de le prendre en victime. Tu vois la nuance en fait. Exactement. Et d'ailleurs, c'est le sujet. On fait un webinaire à cœur ouvert au mois d'avril et le thème. Donc, j'ai amené un article qui s'appelle La sagesse de l'inconfort et le chemin de la joie. C'est que la sagesse de l'inconfort, c'est que justement, ce qui peut paraître comme, comment on appelle ça, une adversité, est en fait une opportunité de voir justement là où je ne me sens pas en confiance, là où je ne me sens pas pleinement qui je suis. Et d'ailleurs, Eckhart Tolle, que j'aime beaucoup, a écrit « Le feu de la souffrance est la lumière de la conscience ». Donc, quand ça fait mal, si je m'intéresse à là où ça fait mal, c'est une opportunité de grandir. Et la newsletter qu'on a conçue avec Coralie a comme thème « Ça ne peut pas continuer comme ça ». Hein? Et oui, ça ne peut pas continuer comme ça. Et ce n'est pas pour dire que si ça fait mal, c'est une mauvaise chose. Non, ça nous indique qu'on doit être et vivre autrement. Et donc, c'était effectivement une superbe opportunité d'être confronté à ça. Et je sens que Coralie voulait dire un mot là-dessus aussi.
Oui, c'est une posture qui demande beaucoup d'humilité et qui, parce que avec Pascal, on a donc été en couple, pendant 5 ans, en plus de la création de l'institut, et puis on s'est séparés là maintenant depuis 2 ans. Et, et ce dont on parle, ça parle vraiment de cette posture d'humilité de soi à soi et de l'endroit où on place la relation, que ce soit une relation de couple professionnel, amoureux ou même de relation amicale. À quel endroit je place la relation? Il y a vraiment, et c'est ce qu'on nous on a installé, et qu'est-ce qui nous a soutenus? C'est, le fait de transmettre le processus de focusing de la relation intérieure, parce que ça demande de sacrément savoir jongler avec les parts de nous qui vont revendiquer que non, l'autre a tort, que non, qui vont pas prendre la peine. Et nous, ça nous arrivait souvent dans notre relation avec Pascal. Pascal me dit: «Écoute, regarde ce qui se passe, arrête-toi, là, il y a un truc qui cloche». Et il y a une part de moi qui se défendait, disait: «Non, non, tout va bien», et cetera. Et puis effectivement, parce que cette part, elle voulait pas se démasquer, elle voulait pas se démontrer. Et puis bon, après m'être, énervée en étant identifiée à cette part, je prenais quand même le temps un peu après de regarder, et puis je revenais à Pascal en lui disant: «OK, effectivement, je vois que j'ai une part qui veut défendre ça, mais en fait derrière, il y a quelque chose de fragile, qui a besoin de plus de temps et qui a besoin d'être entendu, et j'ai été avec toi depuis cette partie-là». C'est-à-dire qu'en fait, nos relations, et c'est vraiment criant, dans les couples, mais ça affecte aussi toute relation, c'est-à-dire qu'on est en fait, on met en relation nos enfants blessés intérieurs. C'est-à-dire qu'on laisse nos enfants blessés, discuter entre eux. Donc forcément, ça fait des chamaillages et des tensions, sans avoir conscience qu'on est, nous, adultes, en présence, et qu'en fait, c'est à nous, en tant qu'adultes, personne d'autre peut le faire, à prendre soin de nos enfants blessés, nos parts blessées. Et est-ce qu'on peut être, hein, c'est pour moi, dans un couple, dans une relation, c'est faire un contrat de conscience. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, être en relation depuis cet espace de conscience et faire confiance à l'autre, qu'il y a un moment, il va nous taper sur l'épaule et dire: «Oups, là, il y a un truc qui semble un peu tordu, regarde ce qui se passe». Et c'est comme ça aussi, hein, qu'avec Florent, on a beaucoup cheminé, parce que, Florent, des fois, on lui demandait, hein, l'un ou l'autre, un regard sur: «Tiens, qu'est-ce que tu per est-ce qu'il y a un truc qui sonne faux là? Dis-nous». Où est-ce qu'il y a une fausse On a note? besoin d'un regard extérieur à ce Mmh. moment-là. Et donc c'est précieux d'avoir Mmh. ça. Et donc, est-ce Mmh. qu'on peut, et c'est tout le challenge, hein, qui est super complexe dans un couple, en plus nous on était H24 ensemble puisqu'on travaillait et qu'on vivait ensemble. Je pense qu'on a fait ça 5 ans, mais on a 50 ans de vie commune en fait avec Pascal, c'est la personne que je Mmh. connais le plus au monde en fait, hein. Mmh. Et ça, petit à petit, ça s'est construit avec forcément des éclats, des colères, mais de pouvoir petit à petit avoir cette humilité quand l'autre te dit: «Regarde ce qui se passe», de s'arrêter, de vérifier. L'autre a pas forcément raison, mais de Mmh. prendre le temps de vérifier. Ça, pour moi, ça a été un énorme apprentissage, dans notre relation. Mmh. Et ce que Ce Mmh. tu qui dis, est intéressant dans ce que tu dis, moi, ce que je vois aussi, c'est dans l'enfant intérieur, il y a aussi ce système de protection dans les couples et dans les relations, c'est-à-dire qu'on aimerait que ce soit l'autre qui prenne soin de notre enfant intérieur. Et on ne prend pas la Mmh. responsabilité soi-même d'en prendre soin. Et tu vois, dans les relations, dans les couples, ça on le voit tellement souvent et on le voit beaucoup dans les accompagnements qu'on fait, de l'espoir que l'autre va prendre soin de tous nos systèmes défaillants et que du coup, nous, on n'a pas besoin de trop regarder. Et on a des attentes qui deviennent démesurées et c'est ça aussi qui joue beaucoup dans les conflits. Et là, ce que vous évoquez, c'est une grosse clé aussi. C'est soi en fait. Hein. C'est pas l'autre qui doit prendre soin de notre enfant intérieur. C'est vraiment à nous de le faire. Mmh. Et il y a vraiment que nous qui pouvons le faire. C'est-à-dire que quand j'ai un enfant intérieur qui est blessé ou une part de moi qui est blessée, comment dire, la terre entière me dirait: «Tu es beau, tu es magnifique, tu es extraordinaire» et je ne le croirais pas. Ouais. Et voilà, donc c'est vraiment à l'intérieur de moi que ça doit se faire, cette rencontre. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en fait dans le processus qu'on propose de focusing de la relation intérieure. On ne travaille pas sur les parts de nous. On n'essaye pas de les changer, on n'essaye rien de transformer. Je dis souvent, il n'y a rien à changer, rien à transformer, rien à améliorer, rien à guérir même. Tout à aimer. Mais quand j'apprends à aimer, c'est-à-dire à m'aimer comme je suis, puisque les parts de moi, ben, ça fait partie de moi, c'est pas qui je suis ultimement, mais c'est comme ça que je suis incarné. Donc, apprendre à m'aimer, c'est faire la paix avec moi-même, et ça, c'est guérissant. Mais comme une conséquence, pas comme un but.
Donc, c'est vraiment... Et ça, il n'y a que moi qui peux le faire. C'est la relation intérieure, c'est de ça qu'on parle. Quand on dit de focusing de la relation intérieure, ce sur quoi on travaille, c'est sur la façon d'être en relation avec nous-mêmes. Et la façon d'être en relation avec nous-mêmes influence notre façon d'être en relation au sens large, avec les autres, avec la vie, avec notre travail, avec l'argent, avec tous les domaines de notre vie correspondent à notre façon d'être en relation avec nous-mêmes. C'est la base de toutes nos relations. C'est la relation fondamentale, en fait. Donc, quelque part, on essaye de travailler sur plein de domaines dans notre vie, mais en fait, ce qui est déterminant et qui, je vais dire, qui va être, c'est ça, la base de toute ma vie, c'est ma relation avec moi-même. Si je ne suis pas en paix avec moi-même, je vis cette non-paix dans le monde. Si je suis en paix avec moi-même, même s'il y a des conflits à l'extérieur, je me sens en paix avec ça. Il y a toujours cette correspondance, finalement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fatalité et il n'y a pas de... face aux mêmes événements, on prend 10 personnes, les 10 personnes vont le vivre de façon différente. Non pas en fonction de l'événement, mais en fonction de ce que ça leur renvoie. Pour toi, Ok, Pascal, donc, c'est vraiment ça le secret, parce que je pense que pour plein d'auditeurs, ça peut être un peu de la science-fiction d'imaginer que vous avez été un couple amoureux qui a eu séparation et que vous êtes couple professionnel. Je pense pour beaucoup de gens, c'est déjà difficile la notion de couple. Et là, on voit que vous avez traversé de nombreux enjeux pour pouvoir rester en lien, en fait. Donc, vous, ce que vous expliquez, c'est que le premier secret, c'est déjà la relation avec soi-même et ensuite l'espace de communication, l'espace qu'on se laisse l'un à l'autre pour communiquer ce qu'on ressent et pour maintenir le lien en permanence. C'est un peu ça l'idée? oui. Pour moi, les failles dans notre relation de couple n'étaient que des miroirs de nos failles dans notre relation à nous-mêmes, l'un et l'autre. Oui. Et donc, quand je suis en train de quêter l'attention et l'amour de l'autre, par exemple, un exemple, ça j'ai vu, hein, le petit garçon qui a besoin de l'attention de sa maman. Et bon, voilà, on a vu des petites filles chez Coralie aussi, et quelque part, ces parts de nous vont chercher l'amour à l'extérieur parce qu'elles ne le reçoivent pas à l'intérieur. Et donc, justement, et ça c'est un truc aussi que j'ai vécu, donc suite à notre séparation, j'ai vécu une longue période où j'ai été seul avec moi-même, et donc en carence affective. Et ça m'a montré, comment je ne me donnais pas moi-même de l'affection, alors que j'en donne tellement à l'autre, mais dans le but d'en recevoir. Et c'est intéressant. Et donc, après, la croyance qu'il peut y avoir, la peur qu'il peut y avoir derrière soi, c'est que si je suis en autonomie émotionnelle dans ma relation intérieure, ça veut dire que je dois être tout seul, que je dois... Non, c'est le contraire. C'est à partir du moment où je suis dans cette autonomie relationnelle à l'intérieur que je peux alors être en relation avec quelqu'un, non plus en relation de dépendance ou de compensation de ce qui est défaillant dans ma relation intérieure. Je cherche à l'extérieur ce que je ne me donne pas à moi-même. Bon, ben là, c'est le contraire. À partir du moment où je suis entier et complet dans bonne relation avec moi-même, alors c'est là que je peux réellement aimer quelqu'un d'autre et que je peux réellement être aimé sans que ce soit une compensation. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je répète souvent en accompagnement, c'est que l'amour, c'est la rencontre de deux libertés. Et cette phrase est d'une puissance et d'une profondeur, elle peut être écoutée et entendue de tellement de manières. Et je trouve que cette phrase aussi, elle peut ouvrir à une incompréhension qui peut être du libertinage. Et en fait, la rencontre de deux libertés, on en parlait hier soir. Est-ce qu'on fait des concessions dans un couple? Est-ce qu'on est obligé de faire des concessions? Et on se rend compte que, à un instant, à un moment donné, on se rend compte que même sans aucune concession, le couple est capable d'exister. Et ça, je trouve ça absolument spectaculaire. Sans compromis, sans réduire les libertés, mais presque dans un absolu. Ça demande une très grande foi pour vivre ça réellement à des moments où tu le sais que
comment dire, sans faire de concession, du coup. Tu ne fais plus aucune concession, tu dis exactement ce qui est juste pour toi, tu le dis, tu le vis, tu ne l'imposes pas, mais tu l'incarnes et tu l'assumes, en fait. Hein. Mm. Et c'est vrai que ça crée des ouvertures qu'on ne s'imagine même pas. Et c'est incroyable, c'est miraculeux, en fait. Et en fait, à chaque fois qu'on ne le reçoit pas de l'autre, c'est parce qu'on ne s'est pas donné à soi-même. On attendrait que l'autre nous donne l'autorisation qu'on ne se donne pas nous-mêmes. Donc oui, effectivement, pour moi, tout est là. Et c'est un amour courageux qui commence effectivement par soi-même. Personne ne peut me donner à moi ce que je ne me donne pas à moi-même. Et donc, je peux le reprocher à l'autre. C'est la meilleure façon de ne pas voir que je ne prends pas responsabilité pour ma vie. C'est souvent inconscient, hein. Mais voilà, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Et c'est intéressant de voir dans des nombreuses séances les personnes qu'on accompagne, de voir cette notion de non-concession, elle est très subtile avec les parts de nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir en nous une part qui a envie de changer de vie, et puis une autre qui veut partir tout de suite de son travail parce qu'elle n'en peut plus, et puis une autre qui dit non, c'est pas raisonnable, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est exactement la même chose à l'extérieur dans le couple, c'est-à-dire qu'on va aller écouter au bout celle qui en peut plus et qui a vraiment l'élan de partir. Et on va pas essayer de la changer, on va lui dire, on va l'entendre, on va l'écouter, on va l'écouter. Et cette part, elle va se sentir entendue et elle va pouvoir se relier elle-même dans son élan finalement, de quoi elle a besoin derrière cet élan, qu'est-ce qui anime cet élan de vouloir absolument partir du travail en urgence. On va écouter cette première part, on va écouter l'autre qui était là, qui dit non, c'est impossible, c'est trop dangereux, tu te rends compte, etc. Et on va vraiment écouter les deux. Et une fois qu'on a écouté les deux, on va rester avec le sentiment d'ensemble des deux. Et c'est là que peut émerger une troisième voie. C'est-à-dire qu'en écoutant la sagesse de la première, son élan de changer, qui correspond à un élan de vie, la deuxième qui ne veut pas, mais qui correspond à des points d'attention, etc., et ben, il y a une troisième voie qui va émerger. C'est-à-dire qu'il y a et elles ne négocient pas entre elles. On est soit présent à cette première part, à cette deuxième part, et au sentiment d'ensemble des deux. Et là, et ça, on vit ça chaque fois qu'on accompagne des gens, dans toutes les séances. C'est extraordinaire. Et de voir que quelque chose de nouveau émerge. Et pour moi, le couple, c'est ça. C'est-à-dire que chacun, sans concession, a le droit de vivre ce qu'il a à vivre. Pour moi, il doit, entre guillemets, le contrat, c'est de nommer les expériences qu'on fait, même si c'est douloureux, parce que avec Pascal, on a pu aussi, l'un l'autre, s'accompagner, puisqu'on est tous les deux accompagnants, et comme se superviser dans des situations, par exemple, où moi, je vivais quelque chose vis-à-vis de Pascal, mais il pouvait lui être en posture d'accompagnant, en posture de présence, avec les pires horreurs que je pouvais dire à propos de ce que je ressentais par rapport à notre relation. Et donc, c'est ça ce qui demande un peu d'entraînement, c'est de vraiment être en présence dans les relations, mais aussi avec ces parts de nous, pour pouvoir leur laisser dire tout ce qu'elles veulent, reconnaître les parts. Non, ça va aller. On a des parts de nous qui disent, allez, ça va aller, t'inquiète pas. C'est pas ça dont elles ont besoin, c'est qu'on leur laisse nous montrer. Et là, émerge quelque chose de nouveau. Pour moi, en fait, là, pour moi, on touche à la véritable foi, et c'est quelque chose d'absolument magique dans la vie, mais il faut le vivre pour voir que c'est possible et que ça existe. C'est-à-dire que si on va essayer d'appréhender des problématiques superposées, tout un ensemble de problématiques qui sont a priori incompatibles entre elles, et on se dit ça peut pas marcher. Et ce qui est absolument magique, c'est qu'en laissant aller, en accueillant et en acceptant, ça peut être nos parts intérieures, mais ça peut aussi être des parts extérieures et des problématiques extérieures, en les acceptant et en les accueillant toutes, il y a systématiquement un chemin et une solution. Systématiquement. Encore faut-il oser accueillir jusqu'au fond. Et ça, c'est magique parce que parfois, ça semble absolument et totalement impossible. Et le problème, c'est que notre mental ou certaines parts de nous qui connaissent et qui répètent le passé vont imaginer à partir de ce qu'ils connaissent une solution pour le futur. Et là, ça fonctionne jamais. Mais le problème, c'est que pourquoi la peur nous accompagne, c'est qu'on est systématiquement en train de faire un pas dans un espace qu'on n'a jamais connu par le passé. Et ça, c'est terrible. Et moi, ce que j'entends aussi, que c'est important d'être conscient aussi de nos attachements aux idées que l'on a et de comment c'est censé se passer. Parce que ça ne se passe pas forcément. On peut avoir l'idéal, par exemple, de rester en relation de couple quoi qu'il en coûte. Et donc, c'est pas forcément ça qui va amener notre épanouissement où on est toujours en relation avec Coralie. C'est juste que la forme a changé. Mais pendant un temps, on a été très attaché au fait qu'on était censé être en couple.
Et donc, c'est là qu'on met des concepts, des idées ou des stratégies au-delà de la réalité de qui on est. Et pour arriver à être en couple, c'est là qu'on commence à faire des concessions. Mm. Alors que, en fait, on peut être maintenant en relation chacun tel que l'on est, sans forcément vouloir rentrer dans ce cadre du couple et être épanoui chacun de notre côté. Ah, c'est beau. Alors, J'ai et vraiment vu peut-être les parts de moi attachées au projet. C'est-à-dire qu'il y avait comme quelque chose, quand on s'est rencontrés avec Mm. Pascal, il y avait comme quelque chose d'idéal. Mm. Hein, il y avait comme une vision idéale de on est en couple, on voyage ensemble, on fait une école en ligne, donc on est libre, on peut se déplacer, tout ça. Et donc, et je vois bien qu'il y a eu cette, la perte de la conscience du moment présent parce que j'avais tout le temps une part de moi qui était figée sur Mm. l'idéal. Et du coup, on a mis du temps l'un et l'autre à voir ça, c'était que dans l'instant présent, en fait, c'était lourd, ça nous drainait, ça nous demandait, parce qu'on est extrêmement complémentaires avec Pascal, du coup très différents, et du coup dans le quotidien, ça nous drainait. Mm. Et on devait se suradapter en permanence. Et on a mis très longtemps à voir ça. Pourquoi? Parce que, et ça, c'est quelque chose de complexe. C'est en même temps d'être dans la dynamique de notre élan, d'une vision, mais toujours faire l'aller-retour avec qu'est-ce que ça me fait, c'est-à-dire pas être bloqué sur la vision, mais vraiment être dans le lâcher prise et dans voir ce que ça me fait au quotidien. Est-ce que c'est toujours vérifier si cette dynamique, elle est juste ou pas? Et aujourd'hui, on est en train de, justement, professionnellement, on a choisi de se poser, de prendre un moment pour communiquer beaucoup moins à l'extérieur, parce qu'on a vu que, y compris après 2 ans dans ce fonctionnement, où on n'est plus en couple, on continue, on a toujours notre couple professionnel. On a vu qu'il fallait qu'on aille au bout de ça, de vérifier vraiment comment on fonctionnait et de voir les endroits où on capitalisait vraiment nos compétences et les endroits où on continue à se drainer. Et on a vu qu'on avait encore des fonctionnements, notamment cette part de nous qui veut bien faire, qui nous a poussés à travailler énormément, énormément. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on commençait à plus être en intégrité par rapport à ce qu'on proposait. Et c'est là qu'on vient de vivre une expérience extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'on a fait le choix, là, depuis quelques semaines avec Pascal, de ralentir, de se poser, d'arrêter de communiquer à l'extérieur. Et du coup, ça a un impact sur notre réseau, ça a un impact sur nos étudiants. Et on a donc annoncé, parce qu'on s'est réorganisé un peu différemment, il y a des choses que moi j'arrête de co-animer avec Pascal. Et donc, on a annoncé ça à nos étudiants qui sont sur un chemin de conscience. Alors, il s'est passé plusieurs choses. Il y en a qui ont eu une première réaction de part d'eux, disant, des parts qui peuvent se sentir abandonnées, qui peuvent se sentir, ouais, vous nous aviez dit ça, mais c'est pas ça, etc. Mais rapidement, en échangeant avec eux, ils se sont rendus compte que ça leur appartenait, en fait, hein. Et donc, on a pu faire ce switch très rapidement, parce que c'est des gens qui sont en chemin de conscience. Et puis, la majorité de nos étudiants, qu'on leur a annoncé qu'on ralentissait, qu'on allait plus trop faire de com, qu'on prenait soin d'eux, mais qu'on ne prenait pas des nouveaux étudiants. On a même remboursé tous les gens qui s'étaient inscrits en se disant, on n'est pas en intégrité pour redémarrer un groupe sur 3 ans, parce qu'on a un parcours quand même sur 3 années, puisqu'on forme des praticiens. On ne va pas redémarrer, et donc on les rembourse, on verra comment on a envie de transformer notre manière de transmettre. Et ça a été impressionnant, tous les étudiants qui nous ont dit, mais waouh, en fait, ça fait du bien de voir des gens qui s'autorisent dans cette folie à ralentir, avec toutes les conséquences que ça a, de s'autoriser à prendre soin de soi, s'autoriser à être plus dans la nature, et à le nommer, et à nommer ce que ça fait, nommer les parts de nous, parce que forcément, il y a des parts qui émergent, ce qui se dit, oups, comment je fais pour payer mes factures là? Ça fait, on est au mois d'avril, ça fait 3 mois qu'on se paye plus, les factures continuent à arriver, le fonctionnement de l'institut, il y a un nombre de, voilà. Et voir les parts de nous qui paniquent, que les journées soient pas remplies à fond, et tout ça, de cheminer avec tout ça, et on a vu la reconnaissance des étudiants de l'Institut, qu'on puisse leur nommer cette expérience qu'on était en train de faire. Et ça nous a, avec Pascal, ça nous a vraiment rendu joyeux de se dire, waouh, on chemine vraiment avec des gens qui peuvent être dans cette conscience avec eux-mêmes, quoi. Et puis en plus de ça, ce que j'entends, c'est la transparence, quoi. Vous avez été tellement authentique que finalement, quand on est vrai avec soi-même, il n'y a même pas la place pour que la personne en face puisse projeter, être mécontente, etc. Parce qu'il y a une vraie transparence là dans ce que vous êtes en train d'émettre. C'est ça. Ouais, c'est chouette. La vérité amène la vérité, et c'est ce que finalement, je pense qu'on a tous
cette aspiration à l'authenticité. Mm. Et c'est probablement aussi un des chemins les plus difficiles dans la vie d'un être humain, d'oser être complètement vrai, parce que ça fait peur, bien sûr. Et ce qui est très, très marrant, c'est que l'authenticité est très contagieuse. Comme Absolument. l'extérieur est le reflet intérieur, du point de vue personnel et intérieur, le fait d'être authentique provoque un extérieur authentique. Et ça, c'est hyper intéressant. Et à la nuance que vous dites, vous, c'est qu'on va découvrir d'autres parts rigides en soi, et donc on va ressentir parfois quelque chose de non authentique. Et encore faut-il avoir le courage de se rendre compte que c'est qu'on a encore des problèmes d'authenticité avec soi-même. Mais c'est très contagieux, c'est vrai, d'être authentique. C'est ça. Être authentique, c'est reconnaître qu'on ne l'est pas. Mm. Ce qui est magique dans votre témoignage, c'est moi ce que j'ai beaucoup appris à votre contact, c'est la nécessité de pouvoir communiquer sa propre expérience en fait en tant que thérapeute ou en tant qu'accompagnant, qui à mon sens fait quand même une sacrée rupture par rapport à toute la vision un peu psychanalytique où en fait dans la psychanalyse, on a un peu l'image du psychanalyste qui va rien dire, qui va jamais parler. Et c'est intéressant aussi, hein. Mais je trouve que là, on est dans une époque où on a besoin de se communiquer des expériences les uns aux autres. Et c'est très, très rassurant. Et là, je trouve que vous expliquez avec vos étudiants, c'est ce qu'on voit nous aussi avec Eclosiance, quand on communique nos propres expériences, ça détend l'atmosphère, ça fait une rupture avec le sachant et l'élève, ça remet tout le monde au même endroit, et je trouve que c'est très très puissant. C'est vraiment une idée incroyable ça. Et c'est ce qu'on transmet à nos praticiens en formation. C'est que d'abord, on leur dit qu'ils sont praticiens depuis le premier jour, parce que c'est quoi un praticien en focusing? C'est un être humain en présence et qui offre sa présence à un autre être humain. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas des compétences, c'est pouvoir être avec quelqu'un. Et c'est une immense puissance. Je voulais dire autre chose. Ok, ça va peut-être revenir après. Moi, non, c'est ça. C'est qu'en fait, voilà, ce qui me revient, c'est que dans le fond, les étudiants découvrent aussi qu'ils vont chacun proposer leur activité en fonction de ce qu'ils vivent eux-mêmes. D'ailleurs, on est là dans le module 2 du praticien en ce moment, où on propose aux gens de voir leur chemin de vie et de voir ce qu'ils ont pu déjà transcender, le chemin qui a pu se faire. Et en fait, ils se rendent compte que les gens à qui ils proposent des séances dans le cadre de la formation et qui viennent vers eux sont des gens, comme par hasard, qui vivent les difficultés qu'eux ont connues et qu'ils ont transcendées. Et donc, voilà, c'est là aussi, nos clients nous ressemblent, nos clients nous font miroir. Mais c'est magique, enfin, je veux dire, c'est incroyable. Je n'ai aucune explication que je peux donner là-dessus, mais c'est impressionnant de voir à quel point on est 8 milliards d'humains sur Terre et que toutes nos rencontres, toutes nos expériences correspondent parfaitement pour tout le monde à ce qui se passe pour soi. Enfin voilà, moi je trouve ça, je suis fasciné par ce mystère que je trouve qu'on le vit beaucoup chez Eclosiance aussi, hein. Dans nos accompagnements, on le vit beaucoup. Et moi, je l'ai beaucoup vécu aussi au cabinet. Quand j'avais mon cabinet, à chaque fois, je me disais, mais incroyable, la personne me raconte son histoire et pourquoi elle est là. Et c'est ce que je viens de traverser. Et par contre, pour le coup, en tant que psychologue, je me suis formée, j'ai dû me déformater pour apprendre à parler de moi, à montrer que moi aussi j'ai vécu ça et que je le fais pas que depuis un espace de théorie, que je le fais depuis un espace d'expérience. Et ça, pour moi, c'est une grosse clé dans la relation thérapeutique. Et c'est vraiment quelque chose qu'on appuie aussi dans nos accompagnements, de pouvoir être authentique et dire, ouais, je vois de quoi tu parles, je suis passée par là, ou de pouvoir être sincère aussi en disant, bah, écoute, là, il y a quelque chose que je capte pas. On va aller voir ensemble, mais je capte pas. Et ça, c'est énorme, je trouve, hein, de pouvoir s'autoriser et autoriser la personne à lui montrer aussi nos vulnérabilités, les endroits où on est plus fragile, en fait, hein. Le fait qu'on est en cheminement nous-mêmes, en fait. Ce que j'aimerais préciser, parce que je trouve que ça peut prêter à confusion, c'est que là, on a tous beaucoup dit qu'on va rencontrer des gens et que souvent, ça nous fait un écho de choses qu'on a déjà traversées, transcendées. J'y mettrai un bémol, c'est qu'il y a aussi, parfois, on va rencontrer des gens qui font un écho sur quelque chose qu'on n'a pas encore transcendé. C'est possible aussi, absolument.
cours de transcendance. Parce que Ou je qui est trouve en qu'il y a cours. plein de gens qui parfois vont poser leur légitimité sur je l'ai déjà transcendé, donc je suis légitime, alors qu'en fait, on peut être en chemin et Mm. quand même être légitime. Et je trouve que c'est Ouais. Tout à important. fait. C'est très important de le dire. Et Tout à moi, fait j'aimerais d'accord. juste préciser que j'adore ce qu'on fait chez Eclosiance et il n'y a aucune concession pour le coup. J'ai pas de concession avec moi-même. C'est-à-dire que je le fais avant tout pour moi et je le vis chaque accompagnement comme un cheminement personnel et systématiquement, je suis plus le même au début et à la fin de l'accompagnement parce que autant que j'ai accompagné la personne avec qui je me trouve, je me suis tout autant accompagné. Et ça, c'est posé dans l'énergie, c'est posé dans le rapport à l'autre et on s'accompagne bien tous ensemble. Simplement, on a l'habitude de s'accompagner, donc on peut poser le cadre et la structure qui permet de proposer l'accompagnement. Mais une fois qu'on est dans l'accompagnement, on s'accompagne ensemble. Et ça change tout. Même le rapport que moi-même j'ai à ce qu'on aurait pu appeler un travail, qui devient un chemin de vie finalement. C'est pour ça que naturellement, spontanément, on remercie nos clients à la fin de chaque séance. Tout à fait. Évidemment. Exactement. Ouais. J'aimerais introduire quelque chose qui m'a beaucoup marqué, Pascal, tout au long et qui m'a marqué particulièrement chez toi. Quand tu parles de je suis milliardaire ou je meurs ou je me suicide. Moi, je ressens quelque chose depuis le début qui est, j'ai la sensation que dans la nature propose deux processus. Un processus de redécouverte de soi qui serait un processus de dilution ou d'acceptation qui va dérigidifier, enlever de la structure pour laisser place à quelque chose presque sans forme, quelque chose une énergie assez brute et assez fondamentale. Et je crois qu'il y a un deuxième processus dans la nature qui est le processus d'orientation, de direction, de structuration, qui va être le processus qui va faire émerger de la puissance cette fois-ci. C'est-à-dire on va libérer de la puissance, on va la rendre mobilisable, mais cette puissance, si elle n'est pas mobilisée ensuite, si elle n'est pas orientée, si elle n'est pas dirigée, eh ben, elle est latente. Elle est latente et elle patiente, elle est là, mais elle est latente. Moi, je vois vraiment une énergie très féminine là-dedans. C'est-à-dire qu'elle est disponible. Et ensuite, une énergie très masculine qui va venir la canaliser et l'orienter et qui va en faire quelque chose. Et ce qui m'a marqué dans ton parcours, c'est ce milliardaire. Ça veut dire que tu avais identifié la puissance de la vie. Parce que le milliard, c'est quand même pas... Il y a des gens qui... C'est symbolique, hein. C'est très symbolique. C'est-à-dire que vraiment capter l'information, la vie est puissante. La vie est puissante, par contre, pour l'instant, avec ce que j'en ai compris, ce que j'ai compris de moi, je vais te projeter à l'extérieur. L'argent est une énergie forte et puissante. Je vise le milliard parce que je sens qu'il y a cette puissance. Puis ensuite, le chemin t'a amené à sentir que qu'est-ce que j'ai projeté dehors, la puissance, peut-être que je vais la reconnecter à l'intérieur. Ma question, c'est qu'est-ce que tu as fait de cette puissance qui était tienne avant, qui est nécessairement une partie de toi, qui t'a appelé au début et qui t'a tenu pendant, j'imagine, longtemps dans ta vie. Qu'est-ce que tu en as fait? Comment elle s'est transformée? Et comment elle se manifeste aujourd'hui, cette puissance? Alors, de la même façon que quand une situation difficile me renvoie à mes blessures, cet élan de vie que je sens qui est orienté vers l'extérieur et qui est une grande puissance, qui est un moteur en fait. Hein. Je veux aller chercher le milliard, donc ça me donne une énergie incroyable. Et en même temps, ce que j'ai, grâce à ce cheminement, j'ai réalisé que dans le fond, le milliard, c'est l'endroit d'où ça part en fait, qui essaye de se retrouver dans la matière et à l'extérieur, donc c'est très symbolique effectivement. Et donc, en reconnaissant cette énergie, que cet élan de vie part de là. Donc en fait, j'ai participé à un colloque qui était le sommet de la réussite. Et en fait, au départ, je me suis demandé ce que j'allais faire là, parce que comme moi, j'avais couru pendant très longtemps après la réussite, en fait, en courant après moi, sans le savoir, je voyais la réussite comme un projet futur et qui me déconnecte en fait de l'énergie de qui je suis maintenant. Okay, et donc, moi, j'ai traité un sujet qui était réussite ou accomplissement. Et donc, ma proposition, c'est l'accomplissement, c'est-à-dire de reconnaître que cet élan de vie, de vouloir aller atteindre le milliard, là, comme si on veut, hein, et en fait, part de moi, part de l'intérieur de moi. Il y a cet élan de vie est à l'intérieur de moi. Et donc, en fait, l'accomplissement, ça part de je reconnais l'énergie que je suis, plutôt que de dire un jour, je vais arriver à, et quand j'aurai à l'extérieur
prouver que je vaux quelque chose, je vais enfin découvrir que je vaux quelque chose. Non, c'est le chemin inverse. C'est-à-dire, c'est en reconnaissant ma puissance à l'intérieur de moi et cet élan de vouloir tellement que la vie à l'extérieur ressemble à la richesse que j'ai à l'intérieur, que dans le fond, je ne suis plus dépendant de la richesse extérieure. Je ne suis plus dépendant des signes, on va dire, extérieurs de richesse, parce que le milliard est en moi, en fait. Je suis ça. Et on ne peut pas me l'enlever. Alors qu'évidemment, l'argent, oui, enfin, ça peut arriver. Il peut arriver quelque chose. Et quelqu'un qui est vraiment conscient de sa valeur, on voit ça dans, je pense, le livre Parents riches, parents pauvres, où on voit que quelqu'un qui a une conscience de sa richesse intérieure, tu peux le ruiner et il se refait dans l'année ou dans les années qui suivent. Et quelqu'un qui a une pauvre estime de soi, tu lui donnes 10 millions d'euros et dans quelques années, ça va correspondre, l'équilibre va se refaire, il va tout perdre. Donc, ça part vraiment de là. Et donc, c'est pour ça que, c'est pas une question d'argent, ici on parle d'énergie, évidemment, mais c'est de trouver que finalement cette énergie, elle se trouve à l'intérieur de soi. Et alors là, ça devient très paisible, en fait. Il n'y a plus besoin de courir, il n'y a plus rien à atteindre. Et l'accomplissement, c'est simplement mettre au monde, honorer la richesse que l'on est. Alors, bien sûr, il y a plein d'actions. Ce n'est pas de dire « je me suffis à moi-même » et tout ça. Non, au contraire. Quand tu as toute cette richesse, tu n'as qu'une envie, c'est de la partager, de la mettre au service et ça pousse même de l'intérieur. Selon vous, qu'est-ce qui va distinguer alors l'ermite qui finalement a connecté à l'intérieur de lui une forme de richesse, mais qui choisit de l'intérioriser uniquement, c'est-à-dire de la vivre à l'intérieur dans presque une dilution à la nature et à ce qui l'entoure? Qu'est-ce qui va distinguer l'ermite de la personne qui va passer à l'action et qui va manifester dehors ce qu'elle a manifesté dedans? Parce que moi, c'est quelque chose qui me marque, c'est que le processus de dilution t'apprend à déconstruire pour aller découvrir ce qui était en fait déjà là, comme tu l'as signifié jusqu'à maintenant. Maintenant, on peut avoir peur ensuite de reconstruire. C'est-à-dire quand la vie maintenant va se magnétiser autour de nous et les choses vont commencer à se refiger, à se reconstruire, on peut faire l'erreur de déconstruire au fur et à mesure par peur de refiger des choses qui seraient de nos futures nouvelles blessures. Et en même temps, si on reste dans cet état où on n'en fait rien, finalement, on peut aussi avoir l'impression d'être passé à côté parce qu'on a toute cette sagesse qu'on a pu avoir et on n'en fait rien, on ne l'offre pas au monde en quelque sorte. Ouais, c'est un peu comme un... Ah ouais, vas-y. Je voulais commenter ce que tu disais, parce que moi je l'avais entendu comme ça et je trouve ta question était vraiment intéressante. Moi j'ai envie de témoigner là-dessus avant de laisser place à Coralie et Pascal, c'est que moi je suis vraiment passé par un processus de dépouillement en fait. Et c'est ce qu'on a décrit là, je trouve, dans cette première heure. Se rencontrer, c'est se dépouiller de ce qu'on croyait être finalement du personnage, comme disait Pascal au départ. Mais il y a un moment donné où j'ai touché une limite à ça, c'est-à-dire que une fois que tu as beaucoup dépouillé, tu as quand même une pulsion qui est là et qu'est-ce que tu en fais? Enfin, moi, c'est ça que j'entendais, Luc, dans ta question, c'est est-ce qu'il est possible de se dépouiller et de laisser émerger puissamment, si on reprend l'exemple de Pascal, puissamment, je suis dépouillé, je sais d'où ça part, mais je peux quand même désirer le milliard. Et qu'est-ce que je vais mettre en place maintenant dans l'action et la construction pour l'atteindre et que c'est pas antinomique en fait. On peut aller se dépouiller et on peut laisser émerger quelque chose d'extrêmement impactant dans la matière et percutant. Et enfin moi actuellement je suis dans ce chemin-là, c'est-à-dire il y a eu dépouillement, mais à un moment donné c'est quoi mes désirs profonds et c'est quoi l'impact que j'ai envie de mettre dans la vie et que la vie nous invite quelque part à aller la percuter et l'impacter. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que la seule différence, c'est qu'au départ, je crois que je dois créer à l'extérieur pour être en fait qui je suis, et que quand je sais déjà que j'ai ça en moi, je suis libre. Je peux être ermite, puisque je suis déjà entier et complet. Je peux aussi manifester absolument tout ce que je souhaite, mais ce n'est plus une condition. Ce n'est pas nécessaire de le faire pour être entier et complet. Il ne me manque plus rien. Donc, je suis libre. Je suis libre de ce que j'ai envie de faire. Et je ne suis plus esclave pour réussir, il faut gagner 1 milliard. C'est absolument aberrant. Ça n'a aucun sens.
pour être qui je suis, je n'ai absolument besoin de rien, mais je n'ai pas non plus besoin de me dépouiller. Je suis libre. Je fais ce que je veux. Ouais. Ouais, et c'est vraiment, moi, je trouve cette quête que je continue à avoir, c'est de vivre la vie, en fait. Est-ce que l'enjeu, c'est de réussir sa vie, ce que la majorité d'entre nous ont essayé de faire jusque-là, ou de simplement vivre sa vie, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a des choix à faire, à chaque fois qu'on a des actes à mener, de ramener à cette conscience de notre élan de vie. Mais pour ça demande, comme vous disiez, de se dépouiller, parce que moi, pendant jusqu'à l'âge de 40 ans, mon élan de vie, je ne savais pas. Même en couple, Pascal, il me disait: de quoi tu as envie? J'en sais rien. J'avais tellement été coupée en tant que petite fille dans mes élans de spontanéité, en fait. Et dans, voilà, quand on est enfant, il faut pas déranger. Tiens, on arrive, on est excité, ou il faut pas être comme ça, il faut être comme ci, etc. Et donc on finit par être complètement coupé de ça. Et moi, ça a impacté mes relations sexuelles, mes relations de couple, mais professionnellement. Pourquoi j'ai mis autant de temps à trouver vraiment comment déployer ma place? Parce que pour moi, il n'y a pas à trouver sa place, on l'a déjà à notre place. On est là entre ciel et terre, donc on est à notre place. Et c'est intéressant en ce moment, comme on a beaucoup de gens qui sont complètement perdus. Moi, tous les accompagnements, en ce moment, je les démarre en faisant ressentir aux gens juste le fait d'être entre ciel et terre, de ressentir là. Et les gens sont touchés. Et à partir de là, on peut aller voir justement ces conditionnements qui empêchent de ressentir cet élan de vie. Et donc, ça demande effectivement tout ce travail de revenir à soi, et qui peut peut-être à un moment nécessiter d'être ermite, mais pour pouvoir après aller déployer, honorer cet élan qu'on a en nous, quand petit à petit ça devient plus clair. Et comment ça devient plus clair? En faisant des expériences. Je veux dire, effectivement, en restant ermite, on peut en avoir besoin un moment, mais si on ne fait pas l'expérience d'aller au niveau de l'horizontale de la relation, on n'est plus challengé, en fait. Et du coup, on chemine plus, on peut faire du surplace. Alors que pour moi, c'est bien un peu tout ça, c'est-à-dire qu'en même temps des temps d'écoute intérieure, en même temps des temps d'expérience qui nous renvoient, comme on disait, qui on est et ce qu'on a à voir, en même temps, à nouveau une inspire, à nouveau une expire, et par l'expérience, c'est en avançant qu'on se relie à notre élan de vie. C'est vraiment, et la vie est mouvement. Je veux dire qu'un arbre, au moment il perd ses feuilles à l'automne, après il hiberne, il revient à lui, après le printemps arrive, et donc on est bien, nous, on est des êtres humains en lien, on est au niveau de la strate où il y a toute cette vie sur Terre, on vit à cet endroit-là, et donc on en fait partie. Ces mouvements, ces cycles, ça fait partie des deuils qu'on fait aussi, des petites morts, de facettes de notre personnalité. Et puis on renaît à tout ça. Donc c'est vraiment un chemin. Comment est-ce que je peux vivre ma vie? C'est-à-dire faire du bateau à voile, pas du bateau à moteur. C'est à quel moment il n'y a pas de vent, et je m'arrête, et puis je vais pêcher, je vais nager, puis tiens, le vent revient, je vais tirer un bord, et tout en gardant le cap, mais sans, comme on disait tout à l'heure, être figé sur le cap et plus être dans la conscience qu'il n'y a pas de vent ou il y a du vent. Parce qu'on fait ça quand on a un bateau à moteur, on est figé sur le cap, et quelles que soient les conditions extérieures, on fonce tout droit, on se fait balloter par les vagues, on consomme des quantités d'essence incroyables, alors qu'avec le bateau à voile, on a notre cap, et on va naviguer en fonction des éléments. Et pour moi, c'est vraiment cette image, et que je continue à rechercher, en faisant connaissance avec les parts de moi qui voudraient que ça soit autrement. J'aimerais tellement rencontrer le prince charmant, j'aimerais tellement gagner tant, j'aimerais tellement. Et en faisant connaissance avec ces parts qui voudraient tellement, en fait, on revient dans notre élan, juste dans l'essence de qui on est, et comment ça se déploie. Moi, j'aimerais introduire une petite notion dans ce que tu viens de dire. J'aimerais dire qu'on est là pour jouer à vivre. En fait, le jouer à vivre rajoute une dynamique qui est propre pour moi à une particularité de l'humain qui est conscient de ses choix et conscient de se découvrir, mais aussi conscient de se choisir. Et donc, il peut se choisir, contrairement à un arbre qui va pousser selon les cycles et qui va être comme prédéterminé en fonction de la lumière, du vent, etc. L'humain a quand même cette capacité de faire des choix. Il peut choisir de conserver des parts d'ombre, même de les voir mais continuer à jouer avec, et finalement de ne pas les dissoudre, parce que peut-être qu'il peut s'appuyer dessus pour obtenir des choses, ou il peut choisir de les dissoudre, il peut choisir d'être ermite comme tu l'as dit, ou il peut choisir de construire quelque chose. Et moi, le jeu me parle beaucoup, parce qu'un enfant, il a aucune contrainte quand il se dit « je vais fabriquer une cabane ».
finalement, il le fait d'un espace de totale liberté, mais il le choisit. Et puis, il y va. Et il va mettre en œuvre, il va quand même structurer la matière pour fabriquer une cabane. Effectivement, il va peut-être s'identifier à un moment donné. C'est le jeu aussi. Il va peut-être s'identifier à sa cabane, prendre du plaisir. Et il va oser le faire, alors que l'adulte, peut-être quand il a cheminé, va pas oser s'identifier. Il va avoir tellement peur de s'identifier aux choses qu'il va se désidentifier de tout et finalement vivre sa vie sans jouer avec, sans la capter dans tout ce qu'elle aurait à nous proposer en sensations, en émotions. Et peut-être que c'est là que j'ajouterais cette petite nuance. Qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout la particularité de l'humain qui semble un peu différent de ce qu'on peut connaître dans tout le processus de vie qu'on est capable de voir autour de nous. Mhm. Ben, tu sais, l'humain, on dit c'est le sapiens sapiens, hein, donc qui est conscient de lui-même, et tu ne peux pas être conscient de toi-même sans expérience. C'est au travers de l'expérience que tu vois où tu en es. Et c'est ça qu'on parle depuis tout à l'heure, l'importance de l'expérience. Et il y a il y a certains chercheurs spirituels ou méditants qui croient que le Graal, c'est de se déconnecter de la vie ou du monde ou de l'expérience. Et Cartelet disait par rapport à ça, si vous pensez être éveillé, allez donc passer 2 semaines chez vos parents. Voilà. Là, tu vas te dire, OK, voilà, je vais voir où j'en suis, je vais voir ce qui se passe et je vais continuer à cheminer et à grandir. Parce qu'on peut s'illusionner, évidemment, en se coupant de la vie, de croire qu'on est zen, mais en fait, on s'est juste coupé de la vie. Et si tu veux te couper de la vie, ben, ça va arriver un jour, hein, tu vas te trouver dans une boîte en bois, et là, tu seras vraiment coupé de la vie. Mais en attendant, il s'agit d'accepter de vivre, et surtout, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais de ce que ça me fait? Et dans le fond, voilà. Et comme tu dis, c'est choisir de jouer le jeu, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se rencontrer. Et c'est là que c'est la fin de la souffrance. Parce que souffrir, c'est refuser de vivre. C'est s'opposer à ce qui peut nous faire peur et tout ça. C'est humain d'avoir peur. Mais quand on s'oppose à la vie, on perd. On perd notre énergie. Ça coûte en fait de l'énergie. En fait, c'est plus écologique d'accepter le mouvement que d'aller contre. J'aimerais encore introduire une petite notion parce que je sens qu'il y a encore quelque chose qui peut émerger de notre discussion à ce sujet-là. On parle beaucoup ces derniers temps de co-création, de co-créer avec la vie. Vous parlez beaucoup on se découvre, c'est-à-dire qu'on va, comme si on existait déjà, on était déjà façonné finalement, et on va ne faire qu'enlever des couches pour se découvrir et finalement dire « Ah, voilà qui j'étais ». Moi, je vois les choses un tout petit peu différemment. Je vois les choses comme qui est-ce que tu choisis d'être? Et si tu le choisis dans toute ton intégrité, la vie, moi, je vais miser avec toi dans cette direction. Et ensemble, on va te façonner. Mais on va te façonner, attention, dans les lois de la vie. Ça veut dire que on va te façonner malgré tout dans le sens du courant. Mais on va co-créer, on va te co-façonner ensemble. Et c'est là que moi, je vois une différence fondamentale entre le règne ou l'espèce humaine et le règne animal et végétal et tous les êtres régneux du vivant. C'est cette capacité de co-créer ensemble et de co-choisir à quoi on va finalement ressembler. Ouais, Luc, je sens que tu as vraiment envie t'insistes sur la notion de choisir, vraiment. À un moment donné, Pas uniquement de découvrir, voilà, exactement. D'imprimer une direction, en fait. De construire, mais véritablement de se construire, c'est-à-dire d'accepter un moment qu'on n'est pas totalement achevé, contrairement à une image spirituelle qu'on peut nous proposer qui n'est que la découverte de qui nous sommes déjà. Je pense que les deux existent en fait. Ouais, pour moi je sens que c'est les deux plans, en fait, ça tout dépend de quel angle on regarde, mais les deux sont, pour moi, c'est voilà ce que dit Florent, hein, ces deux plans qui sont en parallèle en même temps, effectivement, parce qu'on choisit nos expériences quelque part. On a vraiment le choix et on est, voilà, comment dire, on est souverain de notre royaume, c'est-à-dire qu'on fait le choix de nos expériences. Et en même temps, il y a cet être qui est là et qui n'est pas révélé. Et donc, il va se révéler d'une manière ou d'une autre en fonction des choix qu'on fait. Donc, pour moi, il y a bien les deux qui sont. Ouais. J'aime beaucoup quand on touche à la notion de paradoxe. Et en fait, quand on touche à des grandes notions dans la vie, on arrive toujours à un moment à un système paradoxal. On parlait par exemple du couple et de la liberté, deux systèmes paradoxaux a priori et qui pourtant existent. Et là, je te rejoins, Coralie, on est dans un paradoxe. Et pour moi, on est dans l'absolu ou le relatif. Dans l'absolu, effectivement, tout est déjà, mais dans le relatif,
on se construit et on se choisit et on se co-construit ensemble. Mais ces deux plans existent ensemble et de manière totalement superposée. Donc effectivement, tout est une question de point de vue. Et j'avais entendu une petite image, ce qui me parle beaucoup, c'est justement par rapport à ça et la question du libre arbitre, c'est l'image d'une mouche dans un TGV. Elle est géniale parce que en même temps, le TGV, il fait Paris-Lyon et ça, la mouche, elle y peut absolument rien. Par contre, à l'intérieur du TGV, elle peut faire plein de choses, la mouche. Elle a tout à fait le choix de ce qu'elle fait, en fait. Simplement, le train, il va de Paris à Lyon. Et je trouve que ça représente bien la notion de libre arbitre. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a un moment où on va mourir. Ça, pour l'instant, on n'a pas il n'y a pas on n'a pas on peut pas agir là-dessus. Par contre, à l'intérieur de tout ce chemin, on a des milliers de choix, en fait. Ouais, et puis alors moi, il y a une chose qui me vient par rapport à la notion de choisir, c'est qu'est-ce qui te donne envie de choisir ce que tu choisis, si ce n'est toi et qui tu es, dans le fond. Parce que tu vas faire des choix qui te correspondent en réalité. Donc tes choix vont te mener à toi, en fait, encore une fois. Et ça revient à connaître toi-même et tu choisiras, tu feras les bons choix. Mais il n'y a pas de mauvais choix parce que les autres choix que tu fais vont te montrer ce que tu as besoin de voir, qui correspondent. Peut-être tu crois que tu choisis, mais en fait, tu fais la même chose que ton père faisait ou ta mère faisait. Et puis, des fois, tu fais des choix, ils te rendent joyeux, ils te rendent heureux parce qu'ils te correspondent. Donc, ils partent de qui tu es. Donc, même là, quand tu choisis de créer quelque chose, tu crois que tu crées, mais en fait, tu manifestes que tu es déjà. C'est pour ça que les deux sont, pour moi, c'est la même chose. Il y a qui tu es et qui tu manifestes, et c'est joyeux quand c'est la même chose. En fait, j'aime beaucoup ce que tu dis, Pascal, et il montre ce paradoxe. C'est-à-dire que à la fois, on a la potentialité qui est totale, et on a la manifestation. Et pour moi, c'est là que la liberté intervient. C'est qu'une même information peut se densifier et prendre une forme qui est différente en fonction de nos choix. Mais à la fin, la manifestation, l'information qui se trouve derrière la manifestation sera exactement la même. Par contre, comment je vais la manifester dans le monde, là, j'ai le choix. Et c'est là qu'intervient la liberté. Mais je suis d'accord, et on voit bien apparaître le paradoxe est en fait compatible, ça fonctionne. On a le choix, mais malgré tout, on va quand même manifester une seule information qui sera toujours la même, qui sera nous. C'est la seule chose à laquelle on ne peut pas échapper. C'est à soi. Ouais, c'est génial. Cool. Ouais, super. Merci beaucoup pour toutes ces belles clés. Merci beaucoup pour toutes ces belles clés et puis pour nous avoir parlé de vos expériences ensemble et individuellement. Parce que c'est extrêmement inspirant. Waouh. Très inspirant. Tout ce qu'on a abordé. Merci à vous. Merci à vous pour cette opportunité parce que on savait, enfin, je pense, ni l'un ni l'autre, exactement ce qu'on allait dire aujourd'hui, on ne savait pas. Et grâce à votre intention et à vos questions et à ce que vous incarnez et qui vous êtes, il y a eu cette chimie aujourd'hui et c'est super agréable. Donc, on est déjà Florent, mais je suis très heureux de vous rencontrer, Justine et Luc. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci pour cette belle opportunité de vraiment très chouette cette rencontre. Moi, ce que je retiens quand même, c'est la douceur. En fait, malgré on sent des parcours de vie qui ont été bosselés, qui ont eu tout un tas probablement d'obstacles et de difficultés, mais malgré tout, ce que vous incarnez et qui est très beau à voir, c'est cette douceur. Merci. Je la ressens chez vous, pareil. Je la ressens chez vous aussi. Ouais. Allez, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Pascal. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Plaisir. Au revoir.